Mes parents ont dit c'est trop risqué et quand j'ai demandé 70 000 $ pour lancer mon entreprise tech, puis ils ont pris un prêt de 725 000 $ pour la BMW de ma sœur et ses rêves ratés. Maintenant, ils veulent que je vende ma maison pour les sauver. J'ai juste déité, non la nuit où mes parents m'ont dit que c'était trop risqué, juste après que je leur ai demandé 70 000 $ pour lancer ma start-up technologique, a été le moment où quelque chose s'est brisé en moi. J'avais des preuves, des clients, un prototype fonctionnel, et pourtant, ils m'ont rejeté instantanément, comme si mes rêves n'étaient que des jouets fragiles. J'ai essayé d'avaler la douleur, j'ai essayé de faire semblant que leurs mots ne m'incisaient pas. Mais ce qui s'est passé ensuite a changé tout ce que je pensais savoir sur la loyauté familiale, et sur ce dont les gens sont capables lorsque le désespoir frappe. Et le vrai choc, c'est que cela n'a même pas commencé avec moi. Je m'appelle Aylae, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai grandi en apprenant à me faire toute petite à l'intérieur de ma propre maison. De l'extérieur, notre maison en briques à Austin semblait chaleureuse, parfaite comme une image. Mais à l'intérieur, tout tournait autour d'une seule personne, ma sœur cadette, Rosie. J'étais l'enfant calme et discipliné, celle qui ramenait de bonnes notes comme si c'était un devoir, tandis que Rosie était le centre étincelant de la famille, celle qui méritait les scènes, les applaudissements et des investissements sans fin. Quand j'avais 16 ans, tout ce que je voulais, c'était une voiture d'occasion pour ne pas avoir à prendre le bus sous la chaleur écrasante du Texas. Mes parents m'ont dit que c'était inutile, que j'étais assez responsable pour me débrouiller sans. Je les ai crus, jusqu'à ce que Rosie ait 16 ans. Ce soir-là, des guirlandes lumineuses drapaient notre jardin. Les invités ont applaudi, et une voiture flambant neuve, ornée d'un nœud géant, a remonté l'allée. J'ai applaudi, moi aussi, en faisant semblant que ça ne piquait pas. À un moment donné, j'ai supplié pour avoir 500 $ afin de suivre un programme d'été de codage organisé par une université. J'ai tout expliqué, le programme, à quel point cela m'aiderait. Ma mère a froncé les sourcils et a dit, pas besoin de gaspiller de l'argent. Tu peux apprendre en ligne. 2 semaines plus tard, Rosie s'envolait pour New York pour un camp de théâtre à 12 000 $, avec de nouveaux bagages et un dîner de célébration. Tout le monde la disait talentueuse. Personne ne m'a demandé de quoi je rêvais. Ce n'était pas juste une question d'argent. C'était la façon dont l'attention basculait dans la pièce. Quand j'ai gagné la première place d'un concours scientifique à l'échelle de l'État, je suis passé par la porte d'entrée en tremblant de fierté. Mais le salon était rempli de proches qui s'extasiaient sur les photos de ballet de Rosie. Ma mère a jeté un coup d'œil à mon certificat et a dit « C'est bien, chérie ». Puis, elle s'est retournée pour se vanter du costume de Rosie. Le soir même, mon prix avait disparu sous une pile de magazines, alors je suis devenue indépendante par nécessité. Je cuisinais mes propres dîners. Je gérais mes propres devoirs. J'ai appris à n'attendre les applaudissements de personne. Quand j'ai obtenu une bourse partielle pour une université prestigieuse et que j'ai fait mes bagages pour traverser le pays, mes parents m'ont simplement rappelé le coût élevé de la vie. Pendant ce temps, Rosie s'inscrivait dans un programme artistique coûteux, et toute la famille organisait une fête d'adieu pour elle. Pourtant, une petite partie de moi espérait que l'âge adulte changerait les choses, que les efforts et les résultats finiraient par compter. J'ai travaillé tard, j'ai cumulé les emplois et j'ai rêvé de bâtir quelque chose de réel. Je pensais qu'une fois que j'aurais fait mes preuves, une fois que j'aurais quelque chose de solide à montrer, mes parents me verraient enfin. Mais la vérité, c'est que certains schémas ne s'effacent pas avec le temps. Certaines blessures ne guérissent pas juste parce qu'on vieillit. Et j'étais sur le point de l'apprendre de la manière la plus difficile possible. Quand je suis finalement entré dans le monde de la technologie après mon diplôme, j'ai travaillé plus dur que jamais dans ma vie. Des longues nuits, des délais incessants, aucun filet de sécurité. Mais pour la première fois, mes efforts avaient un sens. Après 2 ans, j'avais réussi à économiser environ 40 000 $, de l'argent arraché grâce aux heures supplémentaires, à un budget minutieux et en disant non à chaque luxe. Et puis un jour, tout s'est mis en place. Une lacune flagrante dans l'industrie de la construction, un prototype, et 8 entreprises prêtes à s'engager une fois le produit construit. Mon idée n'était pas un fantasme. C'était viable, réel. Je pouvais enfin bâtir quelque chose qui m'appartenait. J'avais juste besoin de 70 000 $ pour lui donner vie. Alors, j'ai fait une chose que je ne faisais presque jamais. J'ai espéré que mes parents me choisiraient. J'ai pris l'avion pour rentrer à la maison le temps d'un week-end, transportant des plans imprimés, des projections de revenus et une démo peaufinée. J'ai répété devant le miroir, imaginant pour une fois mes parents me regardant avec fierté.
quand je me suis tenu dans leur salon, ordinateur portable ouvert, le cœur battant la chamade, je croyais vraiment que ce moment pourrait réécrire notre histoire. Mais quand j'ai fini, mon père a baissé son journal, peu impressionné. « C'est trop risqué », a-t-il dit sèchement. Ma mère a hoché la tête. « Tu as déjà un emploi stable. Ne joue pas avec ta vie. » Ils n'ont pas posé de questions. Ils n'ont pas regardé les chiffres. Ils n'ont même pas essayé. J'ai fermé mon ordinateur portable, ravalant lentement une blessure qui semblait familière, presque prévisible. Je me suis dit de respirer. Je me suis rappelé que la déception n'était pas nouvelle. Mais ce qui s'est passé ensuite n'était pas de la déception. C'était une trahison. À peine quelques mois plus tard, alors que je déboguais du code après minuit dans mon petit appartement, ma mère a appelé, semblant essoufflée par l'excitation. Rosie lance une société d'événementiel de luxe à Dallas, a-t-elle dit. On l'aide à se lancer, on l'aide. La phrase a résonné dangereusement. Puis j'ai entendu le vrai chiffre, un prêt de 725 000 $, une BMW flambant neuve pour son, image de marque, un bureau dans un quartier branché, des tenues de créateurs, des fêtes somptueuses pour le réseautage. Toutes les choses qui étaient, trop risquées, pour moi valaient soudain la peine d'être financées pour elles. J'ai fixé le mur pendant un long moment après cet appel, la poitrine serrée, la vision floue. Je n'étais pas naïve. Je savais que Rosie avait toujours été favorisée, mais ce n'était plus du favoritisme. C'était une décision qui me disait, sans hésitation, exactement où je me situais dans ma propre famille. Et dans cet appartement silencieux, éclairé seulement par la lueur de mon écran d'ordinateur, quelque chose a changé en moi. Pas de la colère, pas encore. Juste une clarté, tranchante, froide, indéniable. Si je voulais un avenir, je devais le construire seul. Parce que pour la première fois de ma vie, j'avais compris quelque chose de douloureusement simple, je pouvais passer des années à faire mes preuves, il la choisirait toujours elle. Une fois que j'ai accepté que j'étais seul, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai hypothéqué mon petit condo de San José et j'ai combiné ce prêt avec les 40 000 $ que j'avais économisés. C'était terrifiant de signer des papiers qui liaient tout mon avenir à une idée fragile et à un compte en banque vide. Mais la peur semblait plus propre que la déception. Au moins, la peur m'appartenait. J'ai loué un bureau minuscule dans un vieux bâtiment industriel en périphérie de la ville. La peinture s'écaillait des murs, le plafond fuyait quand il pleuvait, et le chauffage cliquetait comme s'il survivait à son dernier hiver. Mais pour moi, c'était le début de quelque chose de vrai. J'ai embauché Miguel, un jeune diplômé aux instincts vifs, et Rachel, qui gérait les clients et la logistique avec chaleur et courage. Nous étions assis tous les trois autour d'une table de friperie cabossée, à tracer des fonctionnalités, dessiner des maquettes et faire du démarchage téléphonique auprès de clients potentiels. Et puis la réalité a frappé fort. Les premiers mois ont failli nous écraser. Nous travaillions 18 heures par jour. Nous mangions des sandwichs bon marché et des nouilles instantanées. Je codais jusqu'à ce que mes poignets me fassent mal et que mes yeux me brûlent. Certains jours, l'application plantait d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Certains jours, des clients potentiels cessaient de répondre après avoir montré de l'intérêt. Puis est arrivé le pire coup. Une entreprise de construction de taille moyenne, qui avait promis de signer un gros contrat, s'est retirée à la dernière minute. Leur email était froid et transactionnel, mais l'impact fut dévastateur. Ce contrat était notre bouée de sauvetage. Sans lui, notre budget s'évaporait. Je suis resté assise dans le bureau sombre bien après le départ de Miguel et Rachel, fixant le tableau de trésorerie presque vide. La pluie tapait contre la vitre fêlée, ce genre de rythme lent et régulier qui rend tout plus lourd. Pendant un instant, je me suis demandé si mes parents avaient eu raison. Était-ce vraiment trop risqué? Étais-je folle de penser que quelqu'un croirait en moi? Mais ensuite, je me suis souvenu du bruit de mon père pliant son journal, du ton plat de sa voix, de la certitude avec laquelle il m'avait rejeté tout en gardant la moindre goutte de foi pour Rosie. Et quelque chose en moi s'est durci. Je refusais d'échouer d'une manière qui leur donnerait raison. Juste au moment où je pensais que nous étions au bord du gouffre, un email inattendu est apparu. Une entreprise de construction à Sacramento voulait essayer notre logiciel pendant 1 an. Ce n'était pas un contrat énorme, mais c'était des revenus réels, stables et légitimes. Quand nous l'avons signé, nous nous sommes assis tous les trois sur le sol du bureau en mangeant une pizza à $1, riant et pleurant en même temps. Et pendant que BuildFlow reprenait lentement pied,
des nouvelles d'Austin commençaient à nous parvenir au compte-gouttes, la société d'événementiel de luxe de Rosie s'effondrait. Ses dépenses explosaient, sa liste de clients s'évaporait, et la BMW qu'elle exhibait partout a fini par être saisie. Mes parents coulaient rapidement et, pour la première fois, ils ont commencé à regarder dans ma direction. Le premier appel est arrivé un jeudi soir, juste au moment où je finissais une réunion sur une nouvelle mise à jour de BuildFlow. Mon téléphone a vibré encore et encore jusqu'à ce que je décroche enfin. La voix de ma mère tremblait dès qu'elle a parlé. « Ayla, on a besoin de ton aide. La banque menace de prendre la maison. Si tu pouvais envoyer 100 000 $, on peut régler une partie de la dette. » Pendant un instant, je n'ai plus respiré. 100 000 $. Le montant que j'avais rassemblé au prix de Nuit Blanche. Le montant qui représentait chaque centimètre de mon indépendance. Avant que je puisse formuler une réponse, mon père a pris le téléphone. « Tu as réussi maintenant. Tu as de l'argent. On t'a élevé. On a investi en toi. Il est temps que tu rembourses la famille. Vends ta maison s'il le faut. » Ces 4 derniers mots m'ont transpercé. Vends ta maison. Comme si l'endroit pour lequel je m'étais battu, celui que j'avais hypothéqué pour survivre, n'était rien de plus qu'un atout pratique pour les renflouer. J'ai avalé ma salive avec difficulté. Papa, je ne peux pas. Ce condo est tout ce que j'ai. C'est la fondation qui a maintenu mon entreprise en vie. Silence, puis un soupir lourd. Donc, tu te choisis toi plutôt que ta famille. Quelque chose en moi a claqué, pas de colère, mais de clarté. Je choisis l'équité, ai-je dit doucement. Quelque chose que je n'ai jamais eu. Ma mère a commencé à pleurer. Mon père a marmonné quelque chose sur l'ingratitude. J'ai raccroché avant que leur culpabilité ne puisse m'écraser. Pendant la semaine suivante, les appels ont été incessants. Les messages s'empilaient. Rosie envoyait des pavés de texte, chacun dégoulinant de prétentions, « Tu es la seule qui peut arranger ça. Tu nous dois ça. Arrête d'être égoïste. » Mais rien ne m'avait préparé à ce qui s'est passé ensuite. Le jour où ils se sont présentés à ma porte. C'était un après-midi d'automne chaud à San José quand la sonnette a retenti à plusieurs reprises, avec urgence. J'attendais une livraison, peut-être un voisin. Au lieu de ça, quand j'ai ouvert la porte, mes parents se tenaient là, avec Rosie à leur côté. Mon père avait l'air sévère, ma mère fatiguée, Rosie défiante, les bras croisés avec une expression qui suggérait qu'elle était la victime dans tout ça. « Il faut qu'on parle », a dit mon père, me frôlant pour entrer avant même que je ne l'invite. Ils se sont installés sur mon canapé, visiblement mal à l'aise dans mon petit condo, un endroit qui ne correspondait pas à l'ancienne esthétique luxueuse de Rosie. Je me tenais face à eux, un mur de distance calme nous séparant. Ma mère a commencé doucement, comme pour m'amadouer. « Ayla, ce qui s'est passé avec la société de Rosie. Personne n'aurait pu le prévoir. Le marché a changé. Elle a juste besoin de temps. Nous en avons tous besoin. » Je n'ai rien dit. Mon père s'est penché en avant. « Tu as la capacité d'aider. Tout ce qu'on demande, c'est que tu vendes cet endroit. Utilise l'argent pour sauver la famille. » Rosie a enfin parlé, le ton chargé d'accusation. « Tu sais, je ne voulais pas que les choses s'effondrent, mais toi, tu réussis bien. Pourquoi tu ne peux pas faire quelque chose pour nous, pour une fois ?» Ces mots, pour une fois, ont failli me faire rire. J'ai pris une inspiration régulière. Pour une fois? Toute ma vie, on t'a tout donné. Cours de ballet, camp, voiture, un prêt de 725 000 $. Et quand j'ai demandé 70 000 $ après des années de travail, de planification, de construction, vous avez dit que c'était trop risqué. Vous vous entendez parler? Rosie a levé les yeux au ciel. C'était différent. Je l'ai fixé. Comment? Explique la différence. Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Mon père a coupé court avant qu'elle ne puisse essayer. Nous croyions en son rêve. Elle avait besoin d'aide, et toi non. Ma voix est restée égale, mais elle vibrait dans l'air. Quand j'ai demandé 70 000 $, j'avais un prototype fonctionnel. Des clients prêts à signer des contrats, un plan, tout ce que vous prêchez sur la responsabilité, je le vivais. Mais vous m'avez regardé en face et vous avez dit, c'est trop risqué. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Nous ne voulions pas que tu galères. J'ai soutenu son regard.
J'ai galéré de toute façon. La pièce était silencieuse, l'air assez épais pour être coupé au couteau. J'ai continué mes mots, lents et délibérés. Quand Rosie voulait une BMW pour avoir l'air d'avoir réussi, vous avez emprunté une somme impossible sans poser de questions. Quand son entreprise a échoué, vous l'avez protégée des conséquences. Quand la dette a grandi, vous avez encore trouvé le moyen de blâmer la malchance. Mais quand j'ai bâti quelque chose de vrai, quand je me suis battu pour chaque centimètre de cette vie, vous l'avez à peine reconnu. Mon père a bougé, mal à l'aise. On te faisait confiance pour prendre soin de toi-même. J'ai hoché la tête une fois. C'est exactement ça la différence. Vous me faisiez confiance pour survivre seul. Vous lui faisiez confiance pour être sauvé à chaque tournant. Rosie a soufflé, sur la défensive. Tu es dramatique. C'est la famille. Les familles s'entraident. Je l'ai regardé avec une sorte de tristesse à laquelle je ne m'attendais pas, les familles reconnaissent aussi l'effort. Elles reconnaissent le sacrifice. Elles n'exigent pas que leurs enfants détruisent les choses même qu'ils ont construites. La voix de mon père s'est aiguisée. Alors c'est tout. Tu vas nous laisser tout perdre. Ces mots m'ont frappé fort, mais pas de la manière qu'ils prévoyaient. Pendant un instant, j'ai vu la version effrayée d'eux-mêmes, craignant de perdre leur maison, leur fierté, l'image qu'ils avaient passé des années à maintenir à travers Rosie. Mais ensuite, je me suis souvenu de moi. Des nuits où je codais jusqu'à l'aube. Des repas que j'ai sautés, du condo que je me suis battu pour garder, et la voix qui a finalement répondu était stable et ininterrompue. Je suis désolé que vous ayez des difficultés, ai-je dit, mais je ne vendrai pas ma maison. Ma mère a sangloté. Rosie a ricané. Mon père a secoué la tête. Ils attendaient que je m'effondre, que je m'excuse, que je m'explique, mais à la place, je leur ai donné la seule réponse que je me devais. Non. C'est sorti doucement, mais cela portait le poids de chaque année passée à être négligée, chaque excuse que j'avais ravalée, chaque rêve rejeté. Rosie a bondi sur ses pieds. Tu es sans cœur. Je n'ai pas scié. Non, j'ai finalement fini d'être votre plan de secours. Le visage de mon père s'est durci. Tu le regretteras. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, je l'ai ouverte et je me suis écarté. J'avais déjà passé une vie entière à regretter des choses qui n'étaient pas les miennes à porter. Lentement, avec raideur, ils se sont levés. Ils sont passés devant moi, chaque pas faisant écho à la fin de quelque chose que j'avais essayé si longtemps de réparer. Ma mère s'est arrêtée sur le pas de la porte, ses yeux suppliant une version de moi qui n'existait plus. Je n'ai pas parlé. Je ne me suis pas excusé. J'ai simplement fermé la porte. Elle s'est enclenchée, douce, certaine, finale. Ensuite, je me suis appuyé contre elle, laissant le condo silencieux s'installer autour de moi. Les larmes se sont rassemblées, sont tombées, puis se sont arrêtées. Pas parce que je n'avais pas mal, mais parce que je m'étais enfin choisi. Et pour la première fois de ma vie, me choisir ne semblait pas égoïste. Cela semblait juste. Dans les 6 mois qui ont suivi, tout s'est installé dans une distance étrange et calme. Je n'ai pas bloqué mes parents, mais les appels ont cessé. Les textos ont cessé. Même la culpabilité a cessé. Tout ce qui restait, c'était des nouvelles occasionnelles de connaissances à Austin, des nouvelles que j'écoutais sans réagir. La maison en briques rouges où j'ai grandi a fini par être hypothéquée, puis mise en vente. Mon père a pris sa retraite de manière anticipée. Ma mère passait plus de temps à l'église qu'à la maison. Rosie a emménagé avec son petit ami, publiant des photos soigneusement organisées qui tentaient, en vain, de cacher les retombées. Pendant ce temps, Buildflow a bondi en avant. Nous avons signé plusieurs contrats à long terme, doublé notre équipe et déménagé dans des bureaux plus lumineux, dans un quartier plus animé de la ville. J'ai quitté mon petit condo pour une maison de location calme à Palo Alto, avec un petit jardin où je pouvais respirer, penser et simplement exister sans marcher sur des œufs émotionnels. Certains soirs, je m'asseyais dehors avec une tasse de café, écoutant le bourdonnement lointain du quartier. La douleur n'a pas disparu, mais elle s'est adoucie, et à sa place a grandi quelque chose de plus stable, quelque chose que j'avais mis des années à gagner, la certitude que me choisir n'était pas un abandon. C'était de la survie. Finalement, dire non n'a pas brisé ma famille. Cela a simplement révélé ce qui était déjà fissuré. Je me suis éloigné de la culpabilité, des attentes, des années passées à être celle sur qui on compte mais qui ne méritait jamais d'investissement.
Et en me choisissant, j'ai bâti une vie définie non pas par l'approbation, mais par la paix. Si vous avez déjà dû poser une limite qui a secoué votre monde, dites-moi d'où vous écoutez. Votre histoire compte plus que vous ne le pensez. Et si la mienne a résonné en vous, restez abonnés et continuons à guérir ensemble par la
Tenemos a un Joaquín perfecto